D'étranges grosseurs noires apparaissent sur le cou et l'aine des malades. Ce sont ces protubérances, appelées bubons, qui donnent leur nom à la maladie, la peste bubonique. 10 jours après l'apparition des premiers symptômes, plus de la moitié des malades meurent dans d'atroces souffrances. La peste bubonique n'est cependant pas confinée aux oubliettes de l'histoire. John Tull en fait la tragique expérience lors de vacances à New York. On a pris un taxi pour aller voir un spécialiste de la médecine des voyages. À ce moment-là, j'étais tellement mal que je ne pouvais pas m'asseoir sur une chaise dans la salle d'attente. J'ai dû m'allonger par terre. Et au premier coup d'œil, le docteur a dit « Vous avez la peste bubonique ». L'état de John se détériore rapidement et il est hospitalisé en urgence ainsi que sa femme Lucinda. À ce moment-là, j'étais complètement parti. Et les médecins ont suggéré de me plonger dans un coma artificiel. Lucinda et moi, on en a parlé un petit peu. On pensait que ça allait durer 2 ou 3 jours. Mais en fait, ça a duré 90 jours. Après 2 jours de coma, les extrémités de ses membres ont commencé à noircir, ses mains et ses pieds. De nos jours, les cas de peste bubonique sont extrêmement rares dans les pays occidentaux. Mais au XIVe siècle, les conditions étaient idéales pour que la maladie se répande comme une traînée de poudre. Au cours des siècles précédents, la population avait énormément augmenté. Londres était passée de 15 000 habitants au XIIe siècle à 80 000 au XIIIe. Et toute cette population était massée entre le fleuve et les vieux murs romains. Londres était plus densément peuplée que jamais. Des conditions idéales pour que l'épidémie se propage. La saleté est repoussante, il n'y a pas d'égout, et les ordures mêlées d'excréments humains et animaux coulent au milieu de la rue. Malgré ces conditions sordides, la Londres médiévale est déjà un centre important de commerce international. Cette scène peut paraître très moderne, mais Londres est une ville de commerce depuis le Moyen-Âge. C'est une métropole internationale. Poussé par la demande de soie et d'épices, le commerce international était florissant. Londres était submergée d'importations exotiques et de visiteurs du monde entier. Mais en même temps que ses biens et ses personnes, la ville accueillait également quelque chose de néfaste. Le commerce international introduit en Angleterre un nouveau nuisible, le rat noir. Cette espèce originaire d'Asie prospère dans les rues sordides de la capitale. Or, ces rats transportent des puces, dont l'estomac contient la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis. Au XIVe siècle, cependant, le mode de transmission est inconnu et la population se trouve sans défense face à une menace invisible. La maladie s'est répandue dans cette population très dense et elle a fait des ravages. Encore aujourd'hui, dans certaines régions des États-Unis, des rats transportent des puces infestées par la peste. On a environ 2 hectares de terrain à la campagne. Il y a probablement des milliers de rongeurs, rien que sur ces 2 hectares. Et environ un tiers d'entre eux est infecté par la peste. Il suffit d'une morsure par une puce infectée pour être contaminé. Et le système immunitaire de John est impuissant face à la bactérie qui se multiplie dans son organisme. Pendant le coma de John, Lucinda doit prendre une lourde décision. Lucinda m'a réveillé le 14 ou le 15 janvier. Et elle a dit « Chérie, je t'aime. Nous sommes le 15 janvier et tes jambes ont été amputées. » Si je n'avais pas donné ma permission pour cette opération, je ne crois pas que John aurait survécu. Et j'étais déterminée à tout faire pour qu'il reste en vie. Donc c'était douloureux, horrible, mais j'ai décidé de les autoriser à amputer.
Même si la science a fait de grands progrès dans le combat contre la peste, l'histoire de John prouve qu'elle peut encore faire des ravages. Dans l'Europe du XIVe siècle, la seule chose à faire, c'est d'enterrer les morts. Des charniers mis à jour à Londres montrent la vitesse terrifiante à laquelle l'épidémie s'est propagée dans la ville. C'est le squelette d'une victime de la peste du XIVe siècle? Tout à fait, c'est une femme qui a été exhumée dans la fosse de East Smithfield. Et il y en avait beaucoup d'autres? Oui, nous avons mis au jour plus de 600 squelettes, mais plusieurs milliers de personnes ont probablement été enterrées là. Donc les gens mouraient en grand nombre et très rapidement. En Angleterre, plus d'un quart de la population est emportée par la peste noire. Compte tenu du nombre de victimes, que faisaient-ils des cadavres? On pourrait penser qu'avec une telle catastrophe, les corps seraient simplement jetés dans une fosse. Mais ce qui est intéressant sur le site de East Smithfield, c'est que les victimes étaient placées bien en rang, de façon très organisée. Les gens essayaient de respecter les rites de funérailles chrétiens et de retrouver un peu de normalité au milieu de cette catastrophe. Lorsque l'épidémie s'épuise finalement, la peste a tué un tiers de la population européenne, l'équivalent de plus de 240 millions de victimes aujourd'hui. Ce bilan et les conséquences de la catastrophe lui confèrent une place unique dans l'histoire. La peste noire a été la pire catastrophe dans l'histoire de l'humanité. Les symptômes étaient terrifiants, dégradants, et l'épidémie a frappé de façon soudaine et meurtrière. C'était la pire des pandémies et la plus grande catastrophe naturelle de notre histoire. Il n'est donc pas étonnant que 700 ans plus tard, on l'évoque toujours avec horreur.